Ce travail présenté par Jean-Michel est un travail collaboratif aussi avec Céline. Donc du coup, la transition est très simple puisque c'est elle maintenant qui va prendre la parole. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup aussi Ogis pour cette invitation à ce très beau colloque. Et alors une transition qu'on n'est pas vraiment une parce que je vais parler là des jeux d'argent et de hasard et sous une perspective très clinique, c'est-à-dire que je vais être plus avec ma casquette de psychologue clinicienne psychothérapeute qu'avec ma casquette de chercheuse, même si les deux sont à mon sens très intriqués et se nourrissent l'une de l'autre. Alors je vais vous parler ce matin du Pathways Model et puis de l'approche processuelle qui nous éclaire et nous aide pour mieux comprendre et prendre en charge ces joueurs. Et je vais donc commencer cette présentation par vous parler du Pathways Model. Donc il y a tout juste 20 ans de ça maintenant, Blashinsky et Neuer, ils ont été les premiers à proposer un modèle intégratif du trouble lié aux jeux d'argent et de hasard, en postulant comme ça l'existence de trois trajectoires, trois pathways qui peuvent mener à ce trouble, ce qui sous-entend en fait l'existence de trois sous-groupes de joueurs problématiques. Et donc avec, comme on le voit sur ce diapo, des groupes de joueurs problématiques qui présentent des caractéristiques communes, notamment des déterminants écologiques type accessibilité et disponibilité liés aux jeux d'argent et de hasard, aussi des facteurs psychologiques communs, et tous ces trois groupes de joueurs problématiques présentent des distorsions cognitives, des cognitions erronées liées au jeu. Mais ces trois sous-groupes, ils ont aussi des spécificités qui leur sont propres en termes de caractéristiques sociodémographiques, en termes de facteurs de vulnérabilité et de troubles psychopathologiques associés. Alors, par exemple, les joueurs du second pathway, qu'on appelle vulnérables émotionnellement, ces joueurs problématiques, ils ont une anxiété ou une dépression qui est prémorbide, c'est-à-dire qui est antérieure au comportement de jeu. On trouve aussi chez eux une pauvreté des stratégies de coping et de résolution de problèmes. On va aussi trouver chez eux des expériences familiales négatives, notamment des antécédents familiaux de jeux problématiques donc au sein de la famille, et puis des événements de vie difficiles ayant eu valeur de trauma. Et chez ces joueurs problématiques, la fonction du jeu, la fonction première, c'est anesthésier, soulager, moduler des états affectifs aversifs en produisant une excitation ou un échappatoire. Les joueurs du troisième pathway, qu'on appelle les joueurs problématiques antisociaux, eux, ils ont certains traits de personnalité spécifiques, notamment une impulsivité marquée, une recherche de sensations fortes, dont tu parlais tout à l'heure, Marinine. Et puis, on va aussi trouver chez eux un trouble de la personnalité antisociale. Et indépendamment du jeu, c'est des joueurs qui ont un trouble de l'usage de substances, on parlait de comorbidité tout à l'heure, mais aussi des idées suicidaires, de l'intolérance à l'ennui et à la frustration. Et chez eux, le jeu a pour fonction d'éprouver des sensations fortes, et puis c'est aussi éventuellement un moyen de pallier à l'ennui. Alors ce modèle, il a été, et il est encore toujours, le cadre conceptuel de nombreuses recherches qui ont essayé comme ça d'affiner ces trois pathways. Et les recherches, elles essayent notamment de préciser les processus psychologiques impliqués dans le développement et le maintien de ce trouble lié au jeu d'argent et de hasard. Ce qui me permet de faire la transition avec le modèle processuel de Kinderman. Alors Kinderman, en fait, il est parti des critiques qui étaient formulées à l'égard du modèle biopsychosocial qui a été proposé par Engel en 1980. Mais il est allé un peu plus loin parce que Kinderman, lui, il a dit que ce modèle biopsychosocial, il n'arrivait pas à résoudre les problèmes liés à la nature et au statut des différents éléments qui composaient ce modèle et qu'il fallait porter une attention toute particulière sur les processus psychologiques. Et son idée, c'est que, en fait, il dit que contrairement au modèle biopsychosocial qui confère un poids équivalent aux facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux dans l'étiologie des troubles mentaux, Kinderman, lui, il a proposé que les dysfonctionnements des processus psychologiques étaient une voie finale commune
dans le développement des troubles mentaux. Ça veut dire que pour lui, ces processus psychologiques, il faut les concevoir comme des médiateurs, dans le sens où les facteurs biologiques et environnementaux, eux-mêmes intégrés aux expériences personnelles d'une personne, eh bien, conduiraient à la survenue des troubles mentaux par leur effet conjoint sur les processus psychologiques. Et l'avantage de ce modèle, c'est que d'une part, ça permet de favoriser une approche clinique intégrative, puisque malgré tout, il s'agit de prendre en compte l'ensemble de ces facteurs, mais il met aussi l'accent sur les processus psychologiques impliqués dans l'étiologie et le maintien des troubles, parce que quand on est psychologue, clinicienne, psychothérapeute comme moi, eh bien, c'est là-dessus qu'on intervient en majorité. Alors, avec mon collègue suisse Joël Bilieu, nous, on a proposé de combiner ces deux modèles pour proposer un modèle de compréhension holistique du trouble lié au jeu d'argent et un modèle à 3 niveaux. Et à l'instar du modèle de Kinderman, cette approche, elle permet de concevoir les processus psychologiques, qu'ils soient cognitifs ou émotionnels, comme des médiateurs entre les antécédents biopsychosociaux et puis les troubles psychiatriques. Et l'avantage de ce modèle, selon nous, c'est que ça permet de proposer en fait des interventions psychothérapeutiques qui sont individualisées à chaque patient. Alors je vais illustrer mes propos par le cas de Gilles, qui correspond au pathway 3 du modèle de Blashinsky et Neuer, à savoir les joueurs problématiques antisociaux impulsifs. Alors Gilles, c'est un homme de 38 ans qui vient consulter là où je travaille, dans un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, parce qu'il a perdu beaucoup d'argent à la roulette en ligne. Et il se présente comme ça, il se présente en disant qu'il n'est pas dépendant au jeu, mais qu'en fait, il a perdu beaucoup d'argent. Et il dit, moi, j'ai pas vraiment de problème avec le jeu, mais j'aimerais arrêter de perdre de l'argent. Et il joue depuis à peu près 9 mois à la roulette en ligne et il pense qu'il a contracté à peu près 300 000 € de dettes auprès de différents crédits bancaires et crédits revolving. Quand il vient consulter, il a déjà un dossier de surendettement dans son sac, il a commencé à remplir, il veut qu'on l'accompagne dans cette démarche. C'est lui qui est à l'initiative de cette démarche, mais pour autant, il est extrêmement ambivalent parce qu'il n'arrête pas de penser au fait qu'il va passer toute sa vie à devoir rembourser ses différents créanciers et que pour lui, c'est une entrave à son développement personnel et professionnel. Et il me dit, si je rembourse toutes mes dettes, je ne pourrais pas faire du sport, je ne pourrais plus m'acheter des vêtements, je ne pourrais plus emmener ma copine au restaurant, je ne pourrais plus partir en vacances, etc. Et ça, ce n'est pas possible, je ne l'envisage pas une seule seconde. Et donc sa demande, vous l'avez compris, ce n'est pas d'arrêter de jouer, mais il me demande d'arrêter de perdre. Il aimerait jouer de façon contrôlée et lui, il pense que c'est tout à fait possible de se limiter dans son comportement de jeu. Alors, il joue avec un système de calcul qu'il a élaboré en étudiant les résultats de la roulette et il a repéré des séquences qui se répètent. Et il dit, quand il y a une séquence de jeu qui fait noir, noir, rouge, rouge, je sais très bien qu'une autre séquence va suivre qui fera rouge, noir, rouge, noir. Et donc, quand il repère la première séquence, il martingale. Ça veut dire qu'il double sa mise, parce qu'il dit, quand on martingale, on peut remettre les compteurs à zéro. Alors, il ne supporte pas que son système de calcul ne fonctionne pas, ou plutôt ne fonctionne plus, parce qu'il me dit, ça marchait vraiment bien au début, c'est quand même surprenant ce changement, c'est pas normal. Et donc, il est persuadé qu'il y a une personne qui étudie la façon dont il joue, et que cette personne, elle change les résultats de la roulette pour qu'il ne gagne pas. Et donc, sa conclusion, c'est la roulette est truquée. Alors il est convaincu d'avoir compris comment ce jeu fonctionne et d'avoir trouvé la bonne stratégie, mais il dit en fait ça il ne le supporte pas et donc il faut en sorte que je perde. Donc je vous l'ai dit, il a commencé à jouer à la roulette en ligne il y a à peu près 9 mois. Il a d'abord essayé le poker mais il n'a pas aimé et il a découvert la roulette. Il me dit c'est plus facile de gagner à la roulette qu'au poker, donc moi j'ai continué la roulette. Alors, il s'est mis à jouer parce qu'il était déjà dans une logique de se refaire, puisque 3 ans auparavant, il a disposé d'un capital financier assez important et il a décidé de faire de la spéculation boursière. Le problème, c'est qu'il a tout perdu et que la roulette lui est apparue comme un moyen de récupérer l'argent qu'il avait perdu en bourse, une activité qui est maîtrisable. Il me dit, c'est beaucoup plus sûr que la bourse, il suffit d'étudier comment ça marche pour pouvoir gagner. Et ce qu'il aime dans le jeu, c'est l'excitation, les sensations
que le jeu lui procure. Il dit c'est tellement intense, il n'y a pas beaucoup de choses qui me stimulent comme ça. Alors il cache son activité de jeu à son entourage, sa mère ne sait pas, sa sœur ne sait pas, ses amis ne savent pas, pour autant il a emprunté beaucoup d'argent à son entourage, sans en expliquer les raisons. Et il n'en a pas parlé tout à la fois pour ne pas inquiéter son entourage, mais aussi parce qu'il était totalement convaincu de pouvoir rembourser ses emprunts. Alors quand il vient consulter, le jeu a envahi son existence au point de jouer toute la journée, il n'arrive plus à travailler et il continue à perdre beaucoup d'argent. Cette incapacité à accepter de perdre et puis son souci constant des chiffres l'ont conduit en fait à réaliser quotidiennement un tableau Excel de ses dépenses et de ses comptes. Et en fait, tous les jours, il calcule ses dépenses et ses recettes dans le jeu. Mais dans la case des recettes, en fait, il met les gains potentiels du jeu, plutôt les gains qu'il souhaiterait atteindre chaque jour. Et évidemment, il joue jusqu'à ce que cet objectif soit atteint, et vu qu'il ne l'atteint jamais, il ne s'arrête jamais. Alors c'est un homme eurasien, Gilles, il a un papa qui est vietnamien, qui est né au Vietnam et qui est venu en France au moment de la prise de pouvoir du communisme, et il a une maman qui est française. Ses deux parents se sont séparés quand il avait 12 ans, son père a refait sa vie, a eu d'autres enfants, sa mère aussi a refait sa vie, avec un homme que Gilles qualifie encore aujourd'hui de beau-père, même si sa mère s'est séparée de ce beau-père il y a à peu près 5 ans. Ils sont restés 20 ans ensemble. Gilles, il est très proche de ce beau-père, et c'est une figure masculine qu'il a beaucoup investie. Alors ce beau-père, il est vendeur de chaussures, mais ce que Gilles met en avant d'emblée et dont il n'est pas peu fier, c'est le côté illégal de son activité. Ce beau-père, en fait, il lui donne régulièrement des chèques que Gilles encaisse sur son compte bancaire, et grâce à ses services rendus, le beau-père lui prête de l'argent. Et il me dit, c'est un échange de bons procédés. De la même façon, son papa est restaurateur, mais là encore, ce qu'il souligne d'emblée, c'est tout l'argent que ce père ne déclare pas dans sa comptabilité et qu'il met sous le matelas. Ce père, Gilles le décrit comme froid, un homme qui parle très peu, voire pas du tout, qui est très sévère, qui est rigide, qui est très ancré dans sa culture et qui ne souhaite pas s'adapter à la culture française. Et Gilles, il a des souvenirs très précis de la violence verbale et physique de son père à son égard, et il donne comme ça, pour exemple, et il relate ça de façon extrêmement détachée, toutes les fois où, quand il avait oublié ses gants à l'école, son père l'insultait, le traitait de bon à rien, et il lui assénait des coups de ceinture. Et ce que Gilles garde en mémoire, c'est l'injustice et aussi l'humiliation de ces situations. Et aujourd'hui, l'injustice, c'est quelque chose qui lui est insupportable, et ça peut le conduire à avoir des conduites impulsives et violentes envers les autres. Et en fait, dans ces situations qu'il provoque quand même un certain nombre de fois, il y a une violence comme ça qui monte et qui s'exprime sous forme de violence physique. Il n'arrive pas à réprimer ça, à contrôler ça. Et il me dit, dans ces moments-là, je perds le contrôle, je ne peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi, et je ne sais pas trop pourquoi je réagis comme ça. Alors il est très proche de sa mère, il la protège énormément et il me dit non mais moi je ne veux pas parler de ma mère, elle n'a rien à voir avec cette histoire de jeu, il est hors de question que vous essayiez de me faire lui reprocher des choses. C'est une femme qui est parfaite, j'ai rien à dire sur elle, si ce n'est qu'elle m'a tout donné, je lui dois tout. Pour autant, il s'est autonomisé extrêmement tôt et il est parti du domicile de sa mère dès qu'il a eu 18 ans et c'est une séparation qui s'est faite de manière extrêmement conflictuelle, voire violente. Et dès qu'il a pris son indépendance, il a commencé, ou plutôt continué à se masturber, mais notamment massivement, et il a aussi consommé beaucoup de pornographie. Et en fait, ces activités de pornographie, de masturbation, il les avait commencées à l'adolescence, mais il ne pouvait pas s'y adonner pleinement tant qu'il vivait chez sa mère. Il m'a dit, j'ai attendu d'être chez moi pour le faire comme je le voulais et quand je le voulais. Alors, au niveau professionnel, Gilles... il se présente comme expert comptable, mais en fait, il a uniquement son diplôme de comptable, mais il travaille comme expert comptable. Il a essayé de travailler en entreprise, mais ça n'a pas très bien marché parce qu'il a toujours rencontré des difficultés relationnelles dans son travail. Il est extrêmement exigeant, méticuleux, il ne supporte pas l'autorité et la hiérarchie, et à chaque fois, ça a créé pas mal de conflits, vous l'imaginez, que ce soit avec ses collègues comme avec ses supérieurs. Donc il a décidé de se mettre à son compte en tant qu'expert comptable.
Alors, il a été convoqué par l'ordre des experts comptables parce que il exerce cette activité de façon totalement illégale. Il a été rappelé à l'ordre, menacé de sanctions. Donc, il a fermé sa société, mais il en a ouvert instantanément une autre au nom de sa mère, dans laquelle il prétend officiellement exercer l'activité de comptable, mais officieusement, il a contacté tous ses clients en disant « Vous inquiétez pas, je continuerai à faire le même job ». Donc il a mis cette société au nom de sa mère pour que l'État ne puisse pas connaître la réalité de sa situation financière et ne le contraigne pas à rembourser ses dettes. Parce qu'en fait, il l'a déposé, son dossier de surendettement, il a été validé et il y a comme ça un remboursement qui a été mis en place. Mais pour pas trop rembourser, lui, il a fait en sorte de trouver un travail de gardien de nuit à raison de 4 soirs par semaine. Et il a fait ses calculs, ça lui permet de rembourser 120 € par mois et d'avoir du temps dans la journée pour sa nouvelle société. Sur le plan affectif, 3 ans auparavant, il s'est séparé de sa compagne avec qui il est resté 8 ans. Et là, depuis quelques mois, il est en couple avec une femme qu'il a rencontrée sur Internet. Et cette relation, elle est d'emblée devenue sérieuse. Et au bout de 2 mois, il a décidé de s'installer avec cette nouvelle compagne. Et ça a été l'occasion pour lui de sous-louer son appartement et de gagner un peu d'argent. Il me dit, ça c'est de l'argent facile, ça ne se laisse pas passer. Dans ses relations amoureuses, en fait, il y a un cycle qui se répète chez lui, c'est-à-dire qu'il débute une relation amoureuse. Au départ, il a une libido assez exacerbée et désinhibée. Mais dès qu'il commence à avoir des sentiments amoureux envers une femme, eh bien, il ne la désire plus sexuellement. La sexualité devient extrêmement tabou pour lui. Ça devient difficilement pensable parce qu'il dit c'est un manque de respect pour la femme que j'aime. Donc il est uniquement dans une recherche de tendresse qui est dénuée de sexualité. Pour autant, il a des besoins sexuels qui perdurent, donc ça l'amène d'abord à avoir une conduite masturbatoire assez importante, puis ensuite des relations extra-conjugales qu'il multiplie. Et c'est exactement le même schéma qui s'est répété dans sa relation passée. Alors, si je reviens au modèle que je vous ai présenté, au niveau symptomatique sémiologique, on peut dire que Gilles y présente un trouble lié au jeu d'argent et de hasard assez sévère, et il présente aussi un trouble du comportement sexuel compulsif, et ce trouble, en fait, il est antérieur à son trouble lié au jeu d'argent, et il alterne entre les deux au gré des facteurs environnementaux et situationnels. Alors, il a beaucoup de comportements antisociaux, pour autant, il n'a pas un vrai trouble de la personnalité antisociale, même s'il est franchement à la limite. Au niveau des facteurs de risque, il a de nombreuses caractéristiques dites alexithymiques, ça veut dire qu'il a des difficultés à identifier, à décrire, à verbaliser ses émotions. Il a une impulsivité marquée qu'on retrouve pas uniquement dans le jeu, qu'on retrouve aussi au niveau professionnel et au niveau personnel. Il a de nombreux traits antisociaux et quand il est impliqué comme ça dans des comportements gratifiants, type le jeu, la sexualité, la bourse, etc., il a tendance à perdre le contrôle et être dans des comportements qui sont compulsifs. On l'a vu, il commet fréquemment des actes illégaux, notamment au niveau professionnel, et il n'arrive pas comme ça à adhérer aux normes et aux valeurs sociétales. Et même quand il est confronté à ces actes, il n'arrive pas à se réajuster. Je vous l'ai dit, il a été menacé quand même de sanctions judiciaires pour ses activités illégales d'expert comptable, mais lui, la seule chose à laquelle il a pensé, c'est délocaliser une partie de son activité professionnelle en Inde pour, comme il dit, pervertir le système et gagner plus d'argent. Et il a aussi ouvert un compte dans un paradis fiscal pour économiser de l'argent, pour pouvoir disposer de ce capital financier au moment où son dossier de surendettement sera réévalué, c'est-à-dire au bout de 8 ans. Et il a fait ses calculs. Au vu des remboursements qui ont été mis en place et de sa situation professionnelle officielle, qu'il s'attelle à surtout pas modifier, il a calculé qu'il rembourserait à peu près 5% de ses dettes. Et il me dit, il est hors de question que je travaille plus, sinon je devrais payer plus, mais mon argent, il est hors de question que je le donne à l'État français. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ces deux figures identificatoires majeures ont elles aussi des comportements antisociaux, voire un trouble de la personnalité antisociale.
Il a aussi des caractéristiques de personnalité obsessionnelle compulsive. Il est très perfectionniste, il est très méticuleux, il est très soucieux de l'ordre, il est constamment dans le contrôle et il porte une attention sélective à des détails totalement anodins. Il a eu envie de virer son sous-locataire parce qu'il n'arrivait pas à fermer les portes de cuisine exactement comme il lui avait montré de fermer les portes de cuisine. Autre élément qu'on remarque chez Gilles, c'est que le jeu en ligne a aggravé sa perte de contrôle. Quand il joue en ligne, il joue à plusieurs tables de roulette en même temps. Et il a augmenté sa fréquence de jeu, notamment en raison des nombreux bonus qui lui étaient offerts. Et quand il a commencé à réduire son comportement de jeu, il a reçu beaucoup d'offres promotionnelles qui lui étaient individualisées, ce qui a généré un craving assez important. Alors ces deux figures d'attachement parental apparaissent comme assez dysfonctionnelles. Il a grandi avec un père violent et une mère qui n'a pas pu le protéger de cette violence dont il était témoin, sachant qu'il a aussi été témoin de nombreuses violences entre ses deux parents. Et ces expériences infantiles négatives ont probablement contribué à développer un style d'attachement dit insécure. Et il dit « Quand je rentrais chez moi, je ne savais jamais à quoi m'attendre. J'avais toujours peur que mon père se défoule sur moi et qu'il pète les plombs. » Chez lui, on voit bien que la fonction du jeu, c'est gagner de l'argent et éprouver des sensations fortes. Et puis enfin, concernant les processus psychologiques, on voit que son impulsivité très forte là, est associée à une prise de décision altérée, qui est elle-même liée à des capacités de contrôle et des processus délibératifs qui sont altérés. Il a de très nombreuses distorsions cognitives, notamment la méconnaissance du principe d'indépendance entre les tours, puisqu'il essaye de prévoir les résultats futurs eu égard des résultats passés à la roulette. Il a une tendance marquée à l'intellectualisation, ce qui lui permet de se distancier de ses émotions. Et ce processus d'évitement émotionnel, comme on l'appelle, ça pourrait être une conséquence de la nécessité de faire face à la violence paternelle durant son enfance, qui a été clairement traumatique. Il dit « C'était tellement injuste et incompréhensible pour moi quand il me frappait comme ça, et dans ces moments-là, c'est un peu comme si j'étais en dehors de mon corps, un peu au-dessus de la scène. » Il me dit « J'étais tellement en colère et en même temps trop petit pour arriver à me défendre. » Ce qui n'est pas sans évoquer un processus dissociatif. Et en fait, ce processus, il se réactive quand il est confronté à des situations qu'il juge, lui, injustes. Et dans ces moments-là, on l'a vu, il y a une colère qui monte, qui le déborde complètement et qui l'amène à être violent physiquement, ce qui met en avant un déficit de contrôle des impulsions dans un contexte émotionnel. Alors, si je reviens sur mon schéma initial, l'avantage en fait de ce modèle et de cette approche, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet d'adapter la prise en charge à chaque patient, sachant que chacun de ces trois niveaux en fait permet de déterminer des ingrédients spécifiques de la thérapie. Alors rapidement, les facteurs de risque, ils permettent de déterminer le cadre et les attitudes psychothérapeutiques qu'on va adapter et adopter face à notre patient. Et pour le cas de Gilles, on pense à une thérapie individuelle avec une forte directivité eu égard de sa personnalité. La compréhension des processus psychologiques, ça permet de déterminer des outils et des techniques psychothérapeutiques spécifiques. Et donc, on ne va pas utiliser avec ce modèle, vous voyez, une thérapie un peu standardisée qui est pensée à l'origine sur en fait un trouble spécifique parce que ce ne serait pas nécessaire. Et donc là, pour Gilles, on pense notamment à des techniques psychothérapeutiques qui ciblent le trouble du contrôle des impulsions et puis des techniques qui ciblent aussi la régulation émotionnelle, puisque ces deux processus sont vraiment au cœur de son comportement de jeu. Et puis enfin, le dernier niveau, le niveau psychiatrique ou sémiologique, permet de déterminer le dispositif psychothérapeutique, c'est-à-dire est-ce qu'on va proposer une prise en charge uniquement psychologique, une prise en charge psychobiologique ou psychosocial ou biopsychosocial. Et pour le cas de Gilles, on pense uniquement à une prise en charge psychosociale. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Bien. Merci Céline. Donc, comme elle le disait, elle a changé de casquette après les études qualitatives. Elle nous a présenté du qualitatif théorico-clinique, et c'est quand même important aussi, je pense, que l'auditoire puisse entendre et être sensibilisé à des approches théoriques qui permettent aussi de penser les problématiques de jeu. Et l'articulation avec la pratique clinique en est un beau témoignage. Et je ne sais pas si, parce que je ne voyais pas tes diapos, Céline, non, mais est-ce que c'est un article qu'il faut Oui, que tu le cites, il vient d'être publié donc, dans l'International Gambling Studies. En fait, ils ont fait un numéro spécial sur le Pathways modèle de Blasinski et Neuer que je vous ai présenté. Et donc ce papier vient de sortir dans ce numéro spécial. Voilà, c'est important, je pense, de le souligner.